a travaillé, nous, à essayer de rassurer les gens qui habitent encore dans le quartier de Noé, en fait. Le gros de notre travail, c'était rassurer les gens. On voulait que les gens qui ont été délogés pour que l'endroit soit expertisé et qui ensuite étaient relogés dans le même endroit soient en mesure de se réapproprier leur logement parce que beaucoup on était avec des familles qui avaient peur par rapport aux fissures ou par rapport aux taches d'humidité qui pouvaient être déjà là avant mais qui n'étaient pas autant inquiétantes avant. Et tout ça, ça nous a donné envie de donner en fait des outils aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes évaluer l'avancée des dégâts. Par exemple, on a fait tout un atelier sur les fissures pour apprendre aux gens à savoir quand est-ce que la fissure est grandie, quand est-ce qu'elle s'écarte, quand est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux, si c'est structurel ou si c'est de l'enduit. Et toutes ces activités-là qu'on a proposées, maintenant ça a mené à la création d'un réseau d'entraide entre habitants où en fait le vendredi matin on se réunit pour parler des problèmes qu'il y a chez les divers habitants et pour aller nous-mêmes faire les réparations chez eux. Après, quand on a voulu lancer ce truc-là d'entraide, ce qui s'est passé, c'est que dans la rue, parfois, on a été confondus avec d'autres intervenants qui venaient en masse. euh, Comme les gens, alors il y avait les gens du COS, les inspecteurs de la mairie, il y avait diverses personnes comme ça qui étaient dans la rue en train de venir vouloir soit visiter les appartements des gens, soit parler aux gens pour leur donner divers papiers, alors que moi c'était pas du tout dans la dynamique de la rue d'Aubagne avant. Et on s'est fait confondre aussi on s'est fait prendre pour des agences qui essayaient de racheter les appartements à bas prix. Du coup, voilà, tout ça, ça a créé un peu. Il y a un climat de tout le monde se parle un peu plus et un peu facilement les gens vont indiquer qui est-ce qui a besoin et qui ne vient pas dire et tout ça. Et en même temps, un climat de suspicion de savoir qui on est, pourquoi on veut rentrer chez les gens, pour faire quoi et qu'est-ce que ça va leur apporter. Et du coup, on a rencontré à ce moment-là une catégorie de personnes qui, eux, peuvent avoir des fissures chez eux ou avoir des choses qui les inquiètent mais qui vont pas le dire parce qu'ils ont peur d'être virés et qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. Et du coup, voilà. Nous, on travaille avec un peu tous ces gens-là. Et moi, à titre personnel, j'habitais donc au 34 rue d'Aubagne. Et ma propriétaire a décidé de faire des travaux avant qu'il y ait le moindre problème réel dans l'appartement. Mais du coup, j'ai pu voir. Bah, j'ai traversé la rue d'Aubagne juste avant l'effondrement, par exemple, pour aller travailler. Mais du coup, quand je suis arrivée à mon bureau et que j'ai vu par la télévision des journaux de BFM que dans ma rue il y avait des effondrements, c'était comme quelque chose d'assez assez étrange. Et aussi, quand je suis rentrée chez moi, il y avait des gens qui étaient en larmes parce que ce qu'ils entendaient à la télévision, c'était pas la vérité de ce qui était en train de se passer dans la rue. Et aussi parce qu'il y a eu des images à la télévision avant qu'il y ait des secours sur place. Et tout ça, ça a créé entre nous, habitants, quelque chose de un peu impalpable de on se check en fait. Visuellement, on se check. Visuellement, je vérifie que ma boulangère a bien ouvert ce matin, que la dame d'en face, elle va bien, que la dame qui habite en haut, quelqu'un a pris soin d'elle aujourd'hui. Et je sais pas, ça a recréé une ambiance village très. Moi, je venais d'arriver, du coup, j'avais pas du tout ces liens-là. Et pour autant, maintenant, je suis comme connue dans mon quartier, quoi. Et même en n'y habitant plus, je reste hyper. Je sais pas, ça fait quelque chose. Et la dernière activité qu'on a menée avec les compagnons bâtisseurs, ça a été de construire des maquettes commémoratives pour mettre à l'endroit où il y a l'endroit de commémoration qui a été créé juste après les barrières. On a construit des maquettes d'immeubles pour que les gens viennent mettre leurs bougies et que ce ne soit plus des bougies qui coulent par terre et avec des maisons en carton qui s'effondrent, mais que ce soit quelque chose de vraiment stable et où les gens peuvent venir placer leurs bougies, tout ça. Et voilà, c'est un atelier où il y a pas mal de gens qui ont participé avec comme des mamans et tout qui venaient avec la scie sauteuse et tout. Et ça, c'était vraiment chouette. On a fait l'atelier dans la rue comme il faisait assez beau. Et voilà, je trouve que ça crée des moments de grande complicité comme ça de voisinage avec en même temps une espèce d'inquiétude généralisée sur où est-ce qu'on va reloger les gens, qui va être délogé, comment ça va se passer pour les gens qui ont des baux et pour les gens qui en ont pas, pour les gens qui ont des papiers, pour les gens qui en ont pas, pour les gens qui squattent, pour tout ça. Il y avait vraiment quelque chose dans l'air de l'ordre de l'inquiétude euh, qui, qui, avec les manifestations et du coup la rencontre un peu frontale avec comme les forces de l'ordre, ça s'est transformé en vraie colère, quoi, en vraie colère de fond. Et ça reste que je pense que c'est magnifique de voir ce mouvement citoyen qui se soulève comme ça, mais que je pense que
révoltant de se rendre compte d'à quel point certains quartiers peuvent être comme défavorisés dans les faits, défavorisés dans le fond du fond de l'action, dans comment les gens sont impliqués au niveau politique et tout ça. La défavorisation, elle est partout, quoi. Elle est intime, elle est jusqu'à des agences qui vont faire réparer des appartements en collant du contreplaqué sur des endroits qui devraient être assainis, juste pour relouer vite, mais en sachant que dans tous les cas, c'est de l'argent facile qui se fait. Et ça, c'est quelque chose on avait pu voir déjà à des endroits comme Parc Coro, à des endroits comme ça. Mais là, de se prendre en pleine lumière comme ça, toute l'horreur de la situation, c'était quelque chose de très fort. Avec ces questionnements que j'ai entendus beaucoup dans la rue, est-ce que si ça s'était passé pareil au Prado, on aurait eu les mêmes dispositifs? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu plus d'actions? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu plus de choses mises en place aussi? Le questionnement de pourquoi les immeubles n'ont pas été étayés, pourquoi il reste encore des débris, pourquoi on peut voir encore le meuble de cuisine de l'appartement tout en haut accroché, parce que c'est des choses qui... Enfin, ça touche en fait, ça fait quelque chose de vraiment horriblement intense, quoi, de voir ça en permanence. Et voilà, il y a énormément, je pense, de questionnements surtout. De questionnements et de prise en conscience de la ghettoisation de l'endroit, quoi. Et du coup, ben, quand on a eu les informations de tout ce que les promoteurs projettent sur ça et de tout ce qui est prévu, en fait, et tout ce qui fait que c'est peut-être pas si dérangeant que Noailles s'effondre, et ben, enfin, personnellement, je sais qu'il est ressenti aussi bien chez mes voisins que chez mes amis une espèce de ras-le-bol, quoi. Une espèce de... On en a assez, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait des sous-catégories comme ça, c'est... Et l'envie de lutter est très fort, quoi. Et je trouve que, ben... Je trouve que si ça s'essouffle pas et si ça donne quelque chose, ça va redonner un vrai pouvoir aux gens qui habitent là. Et ça, c'est... Ça, c'est beau, en vrai. Je trouve. C'est peut-être la seule chose qui est belle dans tout ce qui est arrivé là. C'est que vraiment, il y a une prise en... Une écoute forcée, en fait, de la parole des gens qui étaient plus écoutés. Voilà.